D'accord, et on monte à 17. Vous voyez comme quoi le plaisir des caméras va être le plus fort. Non, blague à part, donc j'espère que vous allez bien, d'abord, avant tout que vous allez bien. J'espère que vous êtes confinés dans des situations confortables. J'espère surtout que vous n'avez pas trop de difficultés à vous connecter. Alors sachez que, normalement, vous pouvez avoir accès auprès d'un ordinateur et auprès d'une, clé, 4G avec, Bouygues Telecom. En tout cas, c'était comme ça l'année dernière. Ça avait mis du temps à se mettre en place, mais à ma connaissance, c'est encore possible. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez ces difficultés-là, n'hésitez pas à faire appel à ça. Et et donc, on va alors vous avez dû avoir ce matin le cours, de spectrométrie de masse. C'est ma bêtise là, ouais, vous avez dû avoir ce matin normalement le cours de spectrométrie de masse et alors, ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'était avant d'aller sur, la résolution de la spectro de masse, j'aurais bien voulu, revoir un petit peu ce qu'on avait fait au partiel, enfin, ce que vous avez fait au partiel. Heu, donc un petit peu, bah, je me dis que c'est peut-être le moment, surtout là, de refaire une petite correction du partiel, si vous en êtes d'accord. Heu, a priori, on va avoir donc là, ce coup-ci, vous allez pas être une semaine sur 2 sans chimie, mais du coup, la semaine prochaine, on se revoit encore pour faire de la chimie. C'est l'avantage et donc on coupe ces histoires d'un partiel sur 2. Donc du coup, on a quand même pas envie d'augmenter, drastiquement le programme, en tout cas le contenu du programme. Peut-être qu'on fera plus d'exercices, mais on veut garder le même programme pour pas, parce que, voilà, c'est pas le moment de vous refaire de l'UV ou des choses comme ça à l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'on a souhaité faire, collectivement. D'accord? Donc là, ce que j'avais en tête aujourd'hui, puis c'est moi qui décide de toute façon, ce que j'avais en tête aujourd'hui, c'était de, corriger en fait le partiel. Alors j'ai pas corrigé vos copies, je vous dis franchement, ni vos copies, ni à toutes, aucune, parce que c'était un deal que j'avais avec un collègue qui a corrigé à ma place, mais donc je ne sais pas du tout ce que ça a donné au niveau des résultats. Vous le verrez, on le découvrira ensemble, avec les notes, mais puisque de toute façon, je ne sais pas dans quelles conditions se fera l'examen, je n'en sais absolument rien. Je suis comme vous, je subis les choses. Je pense quand même qu'il va être utile de reprendre l'examen. D'accord? Alors, je vais partager, mon écran. Donc, normalement, vous devez voir apparaître un joli écran, de type open board. Vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a nécessité, d'accord? Pas de problème pour ça, vous n'hésitez pas à m'interrompre. J'aimerais bien trouver un endroit où je suis pas trop gêné. Voilà, j'essaie de me placer. OK et en fait, l'idée, c'était tout d'abord un petit peu de faire de la nomenclature et il y avait 3 molécules à faire. Vous me dites si je me trompe, hein, il y avait ces 2 molécules-là. Monsieur, Oui, excusez-moi, en fait, vous avez dit qu'on avait cours aussi la semaine prochaine, c'est-à-dire il y a plus groupe A, groupe B? ouais. Là, D'accord. aujourd'hui, il doit y avoir normalement le groupe A et le groupe B. Vous avez dû recevoir un mail de ça. Mais le problème qu'il Heu, y a, c'est que ouais, non, mais je sais, c'est aussi pour ça que je veux pas trop faire la spectrométrie de masse aujourd'hui, je vous le dis franchement. C'est parce que, je sais que le temps que l'information, passe, c'est pas toujours évident, quoi. C'est un d'accord, peu parce qu'on n'a pas eu la l'info, en fait. alors moi je l'ai reçu. Je sais pas, je l'ai pas reçu moi. Alors vous l'avez reçu normalement via Moodle. D'accord. Alors est-ce que vous êtes inscrit via Moodle? Ça, je peux regarder par contre. Bah, je sais pas, j'ai eu un problème avec Moodle, mais c'est je sais Oh, pas, je mais suis tout le monde a des problèmes avec Moodle. C'était l'année à avoir des problèmes avec Moodle. Attendez, je vais regarder si vous êtes dans la liste des utilisateurs. Euh, S'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec Moodle, c'est le moment de voir si
Ce qui s'affiche à l'écran, c'est votre nom et prénom, hein, Sonia Inès. Oui, Aïtame Dameziane, il n'y a pas tout mon nom de famille. Ah, pardon, il n'y a pas de nom de famille là? Si, mais il n'est pas en entier. Vous êtes inscrite. C'est Oui, Améziane, votre nom de famille, c'est ça? oui, Aïtame Dameziane. Voilà, ok. Non, mais vous êtes inscrite. Par contre, vous êtes dans aucun groupe. Alors, est-ce que c'est grave? Ça, je ne sais pas. Mais tout le monde est dans aucun groupe, en fait. Ouais, peut-être. Oui, bah, il y a Elodie sur le chat aussi qui dit qu'elle l'a pas reçu. Ah, 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 ah. Alors, c'est pas moi qui vous l'ai envoyé, hein. C'est pas moi qui vous l'ai envoyé. Je regarde juste pour être sûr que Elodie Fillot, elle y est dans le truc dernier accès au cours, 6 minutes. Donc, oui, oui, normalement, vous avez dû recevoir un message de Guillaume Anquetin. Non, vous n'avez pas reçu ça? On en a reçu un, mais je crois pas qu'il y avait écrit qu'il y avait plus de groupe A, groupe B. Attendez, regarde, je regarde parce que j'espère que j'ai pas dit. Alors, pof. Écoutez, on regarde ensemble. Nouveau page. Vous allez voir. Alors, les CM auront lieu désormais en synchrone, en temps réel. C'était tac. Les TD avec votre enseignant. Ah ouais. Ah mais non, attendez. Et regardez, c'est écrit ici. Fonctionner à 100% en distanciel et par groupe de TD entier et non plus par demi-groupe. Ah, J'ai raison, d'accord. j'ai raison ou Bon. pas? C'est pas grave, c'est pas grave, je vous dis. Bon, de toute façon, c'est comme ça, hein. D'accord? Donc, pas d'importance là-dessus. Importance, voilà. Où peut-on le voir? Donc, ouais, où peut-on le voir? C'est Guillaume Anquetin, hein, qui vous envoie les mails, hein. C'est lui qui est le grand chef de l'UE. D'accord, merci monsieur. Ok, pas de souci. Donc, je repars sur le tableau blanc, justement, parce qu'au moins, le prochain coup, là, on est 17. Le prochain coup, je pense qu'on sera peut-être plus nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes en groupe entier, en fait, en même temps. Mais voilà. Bon, le côté sympa en ce moment, c'est que j'ai pas de masque. Ça, c'est le côté sympa. Et vous non plus. D'accord? Donc, ça, c'est le côté un petit peu intéressant d'aujourd'hui. Donc, en fait, le premier exo, c'était, on va le faire comme ça, c'était sur la première molécule. On va y arriver. Cette première molécule-là, la molécule A, c'était de lui donner un nom, d'accord, sur cette molécule-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses? Donc, dans un premier temps, on regarde les fonctions chimiques. J'ai pas pris- Vous voyez mon espèce de tableau? Non, c'est bon? On va dire que c'est bon. Donc, on regarde d'abord les fonctions chimiques. Alors, hop. Ouais, ok. Les fonctions chimiques. Donc, les fonctions chimiques que vous avez à l'intérieur de ça, eh bien, c'était ici, cette fonction-là, là. Hop, et il y avait une autre fonction ici. Donc, il y a deux fonctions. La première, c'est l'acide carboxylique. Et la seconde fonction, c'est l'alcool. C'était la deuxième fonction. Donc, ici, alcool, bien sûr, et ici, acide carboxylique. Donc, il faut ensuite définir quelle est la fonction principale. Donc, la fonction principale, c'est pas dur, ça sera celle-là. C'est l'acide carboxylique. Alors, vous l'avez en fait, vous l'avez donc dans les tables, et je suis pas sûr qu'au partiel vous aviez droit aux tables en fait. Et bon, si vous l'aviez dans les tables, normalement, la première page des tables, c'est nomenclature. Donc, vous avez acide carboxylique, premier. Puis après, on a anhydride, ester, halogénure d'acyle, etc., etc. Jusqu'au dernier des derniers, en fait, qui est halogéno-alcane, c'est-à-dire les bromes, etc., les bromes, les chlores et les iodes, directement connectés à un carbone. Et ceux-là, en fait, ils sont toujours derniers. Donc, l'acide carboxylique, c'est simple, c'est toujours premier. Et donc, sa fonction en tant que fonction principale, c'est de l'écrire acide et de finir par OIC. Donc, on sait déjà que le nom de la première molécule, ça sera acide OIC à la fin. Je pas bien, mais bon, j'espère que vous arrivez à lire. OK?
La deuxième fonction, eh bien, c'est la fonction alcool, d'accord? Du coup, comme elle est fonction secondaire, eh bien, elle prendra le terme tout simplement d'hydroxy. OK. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repérer la chaîne principale. Donc, pour repérer la chaîne principale, on part d'abord de la chaîne de la fonction principale. Et ensuite, on prend la chaîne qui contient le maximum de fonctions, la plus longue qui contient le maximum de fonctions. Donc ici, c'est pas dur, c'est 1, 2, 3 et 4. D'accord? C'est 4, ça veut dire que ça sera butanoïque. Butane, pardon, butanoïque. Donc ça sera un acide butanoïque. Mais alors, du coup, maintenant, il faut repérer, eh bien, quel est l'autre résidu qu'il va y avoir donc, en substituant. L'autre résidu qu'on va avoir en substituant celui-là. Donc, en substituant, on a finalement l'alcool et on a aussi le groupement éthyle. D'accord? Ce groupement-là. Alors, ensuite, on repère les numéros qu'il faut. Donc, ça sera un 2-éthyle et ça sera un 4-hydroxy. Alors maintenant, dans quel sens on les donne? Ben, c'est le sens de l'ordre alphabétique. Alors dans ce cas-là, les préfixes di, tri, tétra, on ne les a pas ici, mais ces préfixes-là ne prennent pas de sens. Donc on regarde l'ordre alphabétique entre éthyle et hydroxy. Donc on voit que éthyle, c'est en premier, c'est avant dans l'ordre alphabétique, avant hydroxy. Du coup, nous sommes face à l'acide de éthyle, 4 hydroxy, butanoïque. D'accord? Ça va, ça? Donc voilà ce qu'il fallait trouver pour ce groupement-là. C'est peut-être le plus facile, en fait, celui-là. Donc c'était acide 2-éthyle 4-hydroxybutanoïque. Alors, qui a d'autres propositions à faire? Après la correction du contrôle, nous ferons des exercices du poly. Bah oui. Si ça ne pose pas de problème. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas question. Mais comme fatalement, pour tout vous dire, comme fatalement on récupère 2 fois plus de TD, en fait, on a le temps de faire cette correction-là. OK? Vu que de toute façon, on va avoir le temps, on va avoir largement le temps de le faire. OK? On passe, donc ça c'était pour la molécule A. Pour la molécule B, donc pour la molécule B, c'est pareil, si ce n'est que cette fois-ci, on voit qu'on a au niveau des fonctions, on a un halogénoalcane. Alors, je regarde encore, parce qu'en fait, je ne vois pas le chat s'afficher tout le temps, ou alors je le mets ici. Donc, on aura TD toutes les semaines. Ah, je sens une déception. Je sens une déception. Eh oui, vous aurez TD toutes les semaines. Ouais, vous aurez TD toutes les semaines. Ouais. Bonne déduction, cher ami. Bonne déduction. Ah, si vous me dites que de toute façon, vous aviez plein d'autres choses de prévues, une sortie, un voyage, des trucs comme ça, je ne vais pas vous croire. Hein, donc, c'est pas la peine, quoi. Je suis désolé. Mais moi aussi, hein, techniquement parlant, je fais le double de cours. Hein. Donc, bon. Ouais. Donc, la fonction ici, c'est une fonction halogénoalcane. Alors, je suis halogénoalcane, c'est-à-dire ici, c'est le fait qu'on a un brome. J'écris pas bien, c'est le fait qu'on a un brome. Alors attention, dans la nomenclature, brome, c'est-à-dire en fait comme iode, comme chlore ou quoi que ce soit, tous les halogènes qui sont reliés directement à une chaîne carbonée, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas de il n'y a pas de choses particulières. Ils sont forcément pas prioritaires. C'est-à-dire que c'est la fonction chimique qui fait partie de la chaîne, mais elle est forcément secondaire. D'accord? Donc en fait, ça ne va pas être ça qui va être le plus important. Le plus important ici, c'est de repérer la chaîne la plus longue. Alors la chaîne la plus longue, bien, vous aviez comme ceci, 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, il faut essayer de trouver la chaîne la plus longue qui comporte le plus de substituants. OK? Donc, on est ici sur 7 carbones. On est donc dans la chimie de l'heptane. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite en substituant dessus? On a du brome, donc un B. On a ici et ici, on a 2 méthyl. OK, donc ça sera un diméthyle, d'accord? Et enfin ici, on a ce groupement-là qui est un groupement éthyle. OK? Donc, on regarde un petit peu les ordres alphabétiques. Donc, éthyle, même si on a un diméthyle, c'est le M. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on aura d'abord le brome à mettre, puis ensuite l'éthyle, et ensuite le diméthyle. Du fait, le résultat, eh bien, on commence par le brome, c'est de dire que c'est du 4 bromo. Ensuite, on va passer à l'éthyle, 3 éthyle. Et ensuite, eh bien, c'est les diméthyls qu'il faut placer. Et donc, c'est du 2, 2, diméthyl, heptane. OK? Est-ce que ça va? Alors, il y avait une autre façon de le numéroter. Je ne sais pas si vous aviez eu idée de numéroter les choses différemment. Prendre l'autre CH3, ah ben voilà, je le vois sur. Vous voyez peut-être pas le chat, mais ah oui, si, vous voyez. Alors, est-ce qu'on aurait pu prendre l'autre CH3 comme premier carbone et avoir un substituant tertio-butyl, terre-butyl? Est-ce qu'on peut mettre qu'un seul d'eux, vu que les diméthyls sont sur. Non, non, non. Alors, je réponds d'abord à mademoiselle. Je vais faire le plus simple. Je vais répondre d'abord à mademoiselle Caillou Camille. En fait, non, il faut bien mettre 2-2. Parce qu'autrement, on aurait pu tout à fait avoir l'autre méthyle en position 3. Donc, il vaut mieux mettre 2-2 pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, pour répondre par contre à Judith Beau, donc en fait, on aurait pu effectivement numéroter avec ici. Donc dans ces cas-là, on numérote, c'est 1, 2, 3, pareil 4, 5, 6, 7. C'est la même longueur, donc on est toujours dans l'heptane. Okay. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, les groupements vont être un petit peu différents. Donc cette fois-ci, vous avez encore le brome, et on peut prendre tout ça comme étant un groupement dit terre-butyl. On l'a fait ensemble, le terre-butyl. Je vous ai dit de le retenir. Du coup, dans ce cadre-là, le nom, ça devient du 4-bromo, 3 terre-butyl, heptane. D'accord? Alors ici, les deux étaient acceptés. Les deux étaient acceptés. OK? Donc, pas d'inquiétude si vous aviez fait l'autre. Les deux étaient acceptés dans ce cadre-là. Alors, pourquoi quel serait celui officiel? Celui officiel, c'est le premier, parce que terre-butyl, c'est plus du jargon que de la nomenclature officielle. D'accord? Mais c'est tellement utilisé qu'on vous l'apprend. C'est un petit peu comme l'acétone. Je vous ai dit, la propanone, ça s'appelle aussi acétone. Dans plein d'endroits, vous verrez parler de l'acétone, l'acétone. Le nom officiel, c'est propanone. C'est comme ça. D'accord? Donc, le nom officiel de cette molécule-là, c'est le 4-bromo-3-éthyl-2,2-diméthylheptane. Mais le nom 4-bromo-3-terbutylheptane étant accepté, évidemment, dans ce cadre-là. Ce n'est pas extrêmement différent comme ça. OK? Le chat. Je rouvre le chat. Est-ce que c'est possible d'écrire 2,2-diméthyl avant 3-éthyl en raison de l'ordre alphabétique? Non.
que l'ordre alphabétique ne prend pas en compte le D. Le D de diméthyl, comme le T de tétra ou de tri, ça ne prend pas en compte. D'accord? Donc, en fait, c'est vraiment méthyl, c'est le M qui rentre dans l'ordre alphabétique. D'accord? Alors, je pense que si vous avez fait ça, normalement, on n'a pas dû vous supprimer tous les points. Je regarde parce que moi, je ne pense pas que vous l'avez, mais moi, j'ai la correction. Et alors, tac, tac, tac. Moins 0,25 si petite erreur mineure. Exemple, 2-diméthyl, 3-N1 égale… Ah oui, en l'occurrence, si vous aviez mis le diméthyl avant le 3-éthyl, vous aviez 0,25 parce que c'était pas bon. On vous enlevait 0,25 parce qu'il ne faut pas faire le truc. D'accord? Est-ce que c'est… Ok. Voilà. Vous voyez, parce que évidemment, moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Vous voyez le tableau, en fait, hein, c'est ça? Même quand je zappe, juste pour être sûr. Ça me permet de prendre une gorgée. Donc, je répète ma question, le temps que vous tapiez oui, non. Vous voyez que le tableau, enfin le tableau blanc tout crade là que j'ai fait, ou vous voyez autre chose encore? Ok, bon, c'est parfait. Donc, on va passer… Alors, il en restait un dernier. Pour moi, c'était le plus simple, celui-là. Mais je ne sais pas pourquoi il a été mis. Le plus dur pour moi, c'était celui-là. Il n'est pas si évident que ça. Sur celui-là, c'était un poil plus compliqué. C'était le C. Je trouvais un tout petit peu plus complexe. Donc oui, j'enregistre aussi, c'est pareil, j'enregistre le tableau en PDF. Donc, vous pourrez reprendre après le PDF rempli avec les trucs. Donc, normalement, ça devrait être pas trop mal. Alors, ici, donc, je reprends un petit peu. Donc, c'était la dernière molécule. La dernière molécule, il faut repérer d'abord les fonctions. Donc, les fonctions, on a celle-ci. Pourquoi il n'a pas voulu me l'écrire, celle-là? Ah, attendez. Longtemps que j'en ai pas refait de ça. D'accord. Voilà, ça laisse un petit peu de temps. Bon, alors je sais pas pourquoi, mais il me met derrière le truc. Ça veut dire quoi, ça? Mettre en fond de page. Merde, pardon. C'est quoi ça? Je sais pas ce que je fais, hein, je vous dis franchement. Bon, on va pas s'énerver, mais je comprends pas pourquoi ça fait comme ça. Ça, c'est une copie-coller. Verrouillée. Bon, attendez, je vais revenir sur mon tableau. Ah ouais. Bon, j'ai eu un plantage, là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un plantage. J'arrive, je suis obligé de tout rouvrir en espérant pas avoir tout perdu. Si, j'ai tout paumé. Tant pis. Et je suis désolé, hein, j'ai paumé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai paumé ce qu'on avait fait, là, ce qu'on venait de faire. Désolé, il faudra plus que vous l'aurez sur la vidéo et il faudra l'enregistrer. À ce moment-là, faire une capture d'écran sur la vidéo. Je le ferai peut-être si j'ai l'occasion. Peut-être plus simple. Donc, je reprends juste mon image. Voilà. Et picole. Voilà. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Donc, je disais, je reprends. Je disais, donc, on a deux fonctions.
cette fonction-là. Donc ça, c'est une fonction aldéhyde. Alors, vous devez les connaître hein, maintenant. D'accord? Là, maintenant, on ne voit plus le tableau. On ne voit pas, monsieur. Pardon. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de faire le partage. Hein. Voilà. C'est bon? Ça doit être bon normalement. OK? Ça doit être bon. Alors, donc, excusez-moi. Donc, vous aviez cette petite molécule-là, qui n'était pas la plus complexe. Donc, on a dessus la fonction aldéhyde. On a également une autre fonction ici. On a une autre fonction ici, qui est une fonction amine. Alors, laquelle des deux? Alors, bien sûr, on ne confond pas amide et amine. Il faut faire attention à ça. Laquelle des deux fonctions est prioritaire? Ça va être la fonction aldéhyde. D'accord? Ça va être la fonction aldéhyde qui est prioritaire. Donc, c'est celle qui va imposer la lecture de la chaîne, le numéro, la lecture de la chaîne, et pour avoir la chaîne la plus longue. Alors, la chaîne la plus longue en partant de l'aldéhyde, donc c'est ça, 1, 2, 3 et 5. D'accord? Donc, aldéhyde, fonction principale, ça veut dire qu'on va terminer votre molécule, vous allez la terminer par al. OK? Un aldéhyde, comme un acide carboxylique, ça ne servira à rien de lui donner l'indice sur lequel il est au niveau des choses, contrairement à la propanone où il faut positionner vraiment précisément, parce que c'est forcément en début de chaîne, comme pour l'acide carboxylique, c'est forcément en début de chaîne. Donc en fait, puisqu'on est avec 5 carbones, nous sommes sur du pentanal. D'accord? Donc ensuite, il faut voir quelle est l'autre fonction. L'autre fonction, c'est amine, c'est la fonction secondaire. Du coup, elle arrive en préfixe. Et en préfixe, dans ces cas-là, c'est amino. On regarde maintenant sa position dans la molécule, c'est la position 3. Et donc, votre molécule devient le 3-amino pentanal. J'ai un peu. Voilà, c'est le 3-amino pentanal. Alors, ça, à moins que ça vous pose des problèmes, mais normalement, ça ne doit pas vous poser de difficultés. Enfin, à mon sens, c'était celui-là qui était peut-être le plus simple dans ce cadre-là. D'accord? Alors, si ça c'est bon, je continue donc sur l'autre question qu'on vous posait dans le partiel. Alors, l'autre question, c'était les questions D et E. C'était de donner tout simplement les formules semi-développées ou topologiques des molécules D et E. D'accord? Alors, on reprend pour la molécule D. Qu'est-ce qu'il fallait repérer à l'intérieur du nom? Il fallait repérer pentane, donc ce qu'a veut dire 5 carbones. OK. Ensuite, il faut repérer quoi? Bah, tout, quelque part, mais il faut repérer également le suffixe on. Le suffixe on vous dit que c'est une cétone. D'accord? Donc, on commence en fait à dessiner un pentane. Donc, un pentane en écriture, je le fais en écriture topologique. Donc, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Là, 1, 2, 3, je suis au 4e carbone. Et 5 carbones. D'accord? Alors, l'avantage quand on fait les choses, c'est que finalement, c'est vous, quand on va dans ce sens-là, c'est que c'est vous qui imposez le sens de la numérotation. On peut aller, alors évidemment, on ne part pas du milieu, mais soit vous partez de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Personnellement, je pratique ni l'hébreu ni l'arabe, donc je vais de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Bon,
ça, c'est fait pour le pentane. On a dit que c'était on. Donc, on, c'est cétone. Et là, ça fait partie des fonctions où il faut lui indiquer l'indice. Pourquoi? Parce que la cétone, on peut la mettre, la fonction cétone, on peut la mettre dans plusieurs endroits. Donc, en fait, elle va être ici en position 2. C'est tout simplement la double liaison E, la fonction cétone. Donc là, ce qu'on a dessiné, c'est la pentane de on. Maintenant, il faut repérer les autres préfixes. Donc, on a 5 bromos, d'accord? Donc, pas dur. Ici, on part en 5 et on met un brom. Et ensuite, on a l'autre, deux autres. On a 4 iodos. Donc, on part ici, mettre un iode ici. Et le dernier, c'est le 4-méthyle, qui veut dire que toujours en 4, on va mettre un CH3. Ou juste un petit trait, ça marchait très bien. Évidemment, il y a de la chiralité derrière, hein, vous avez des carbones asymétriques, etc., mais ce n'est pas ça qu'on vous demande. Donc ça, voilà la molécule D, le 5-bromo, 4-iodo, 4-méthyle, pentane, 2-on, comme cela vous était demandé. Est-ce que ça vous pose un souci? Donc, si vous avez eu faux à ça, bah, tant pis déjà. Et puis à ce moment-là, vous essayez de revoir un petit peu quels sont les problèmes. J'insiste sur un point, il faut quand même bien connaître la liste des fonctions chimiques. On ne vous en demande pas 36 au niveau des fonctions. Et puis, c'est les fonctions que vous reverrez ensuite en biochimie, hein. Ce sont les fonctions de la biochimie. Il n'y a rien de très particulier là-dedans. D'accord? Donc, pas de panique là-dessus. OK. Alors, l'autre, le dernier, c'est l'exercice E. Alors, généralement, mais on en a déjà parlé, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on vous donne un nom, on le transforme en chimie, que l'inverse, c'est-à-dire partir de la chimie et donner le nom. Parce que finalement, il y a des règles plus complexes. Alors, toujours pareil, on redémarre donc sur ma fonction. Alors ici, on a l'acide de 3-chloro, 4-fluoro, pente 2-NOIC. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut repérer là-dedans, c'est que le fluoro, déjà, même s'il colle, ça, c'est du substituant. Donc, je vais le mettre en vert, ici. Et puis aussi, 3-chloro, ça sera du substituant. D'accord? La chaîne principale, elle se situe uniquement là. D'accord? Et alors, où c'est un peu étrange, c'est qu'on a du 2N, et enfin, on finit par OIC. Et le OIC, en fait, renseigne, en même temps que le préfixe acide, renseigne sur le fait que c'est un acide. Alors, c'est quoi N comme ça? Eh bien, ça veut dire qu'on a un alcène, c'est-à-dire une double liaison. OK? Bon, on essaye de reprendre un petit peu tout ça. On a commencé par dire qu'on a un pente N. Donc, on fait comme tout à l'heure, on fait 5 carbones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ensuite, on a la fonction principale, c'est l'acide, acide énoïque. Donc, en fait, ça sera forcément en numéro 1. Alors, moi, je vous dis, je renumérote toujours un peu pareil. 1, 2, 3. Le 3 n'est pas bien fait. 3, 4, 5. D'accord. Donc, la fonction 1, c'est la fonction acide. Donc, la fonction acide carboxylique. Ici, techniquement, j'ai l'acide pentanoïque. D'accord? Ici, on est sur l'acide pent 2NOIC. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fonction alcène à placer. La fonction alcène, on la place en 2. Alors, à savoir, on ne met pas 2, 3, mais on va mettre 2 et ça va vers 3. C'est-à-dire que on met le plus petit indice. C'est-à-dire qu'il se met forcément entre le 2 et le 3. J'espère que ça ne pose pas de problème à vous. C'est bon? Donc là, on a l'acide pente 2NOIC.
D'une façon générale, on ne pouvait pas le mettre entre le 1 et le 2, d'abord parce qu'on aurait dit 1N dans ces cas-là, mais surtout parce que par rapport à la fonction acide carboxylique, le carbone aurait eu 5 pattes. D'accord? Mais bon, je vous dis, le 2, en fait, quand on met le 2, c'est entre le 2 et le 3, c'est-à-dire l'indice qui suit derrière. OK? Donc maintenant, il faut positionner eh bien, les autres groupements. Alors, vous avez 3 fluoros et 4 fluoros. Donc, 3 chloros en position 3, le fluor ici, le 4, le fluor, c'est un F ici. D'accord? Et donc, là, vous avez l'acide 3 chloro, 3, 4 fluoro, 1, 2 NOïque. Okay. On voit bien que dans les noms, eh bien, vous avez bien le C qui est avant le F. Hein. Comme tout à l'heure, vous aviez B, I et M au niveau de l'ordre alphabétique. Donc, tout ça, c'est bien logique. D'accord? Je pense que c'était que ça qu'on vous demandait. Enfin, c'est pas je pense, hein, je crois, hein, si j'ai la bonne version du partiel. C'était que ça qu'on vous demandait, en fait, dans la formule au niveau de la partie nomenclature. Vous avez encore des questions là-dessus ou pas? Non? Super. Hop là. Je passe à l'autre partie qui était donc les effets électroniques. Il fallait détailler les effets électroniques des deux fonctions chimiques de la molécule. Alors, je vous la mets. J'ai une capture d'écran. Vous ne voyez pas encore, mais je fais une capture d'écran. Hop. Donc, on vous mettait cette molécule-là. Alors, le détail des fonctions, comment dire, des effets électroniques. Donc, les effets électroniques, en fait, vous avez ici, au niveau de votre oxygène, donc vous avez des doublets ici et des doublets ici. Donc, cet oxygène-là, on peut lui voir un effet en inductif, un effet moins I. Pareil, ici, on tire, donc on peut lui voir un effet moins I. D'accord? Et en effet mésomère, alors ça, c'est à apprendre. Ici, l'oxygène du carbonyle, c'est un effet moins M. Et l'oxygène, ici, c'est un effet plus M. Plus M, ça veut dire qu'il va avoir tendance à donner des électrons, alors qu'ici, il va avoir tendance à récupérer les électrons par effet mésomère. Ça va, ça? Ça, c'était la première question. La deuxième question, en fait, c'était vers là où on voulait aller, c'était de donner les deux formes mésomères limites possibles. Donc, je vais prendre, je redessine ma molécule. On a l'oxygène comme ceci, la double liaison. D'accord? Alors, comment déjà faut repérer dans un premier temps quel est le système de conjugaison? Le système de conjugaison, si on regarde un petit peu, je reviens du départ, eh bien, j'ai ici un doublet simple liaison, double liaison. Donc ça, c'est, comment dire, ça, il n'y a pas de problème. Il y a de la mésomérie normalement qui peut s'exercer dans ce cadre-là. Double liaison, simple liaison, double liaison, on a encore de la mésomérie qui peut s'établir ici. Par contre, si on allait dans ce côté-là, vous avez bien doublet, simple liaison, mais ici, il faudrait trouver soit un autre doublet, soit une autre double liaison. Et là, vous ne l'avez pas. Donc, cette partie-là, en fait, cette partie-là n'est pas en résonance, c'est-à-dire, en fait, vous ne pourrez pas faire de forme mésomère. OK? Alors, pour faire la mésomérie, donc toujours ma flèche, j'insiste, dans les deux sens. Et très souvent, le plus simple est de partir de l'effet plus M, c'est-à-dire l'effet où on donne les électrons. Donc, on va prendre les électrons comme ceci. Et pour éviter d'avoir une autre liaison, on va se retrouver dans cette situation. Donc, pour éviter d'avoir 5 pattes, pardon, on se retrouve dans cette situation. Alors, l'oxygène. Vous aviez ici un doublet. Vous avez perdu un doublet, un des doublets que vous avez mis en commun avec l'autre carbone. Donc, de fait, vous avez perdu un électron. Si vous avez perdu un électron, vous avez une charge plus 1 qui apparaît. Ce carbone-là, qui est ici, il avait une double liaison, il continue à avoir une double liaison, il n'a pas perdu
il n'a pas perdu d'électrons. Ce carbone-là qui est là, il ne change pas. Ce carbone-là qui est ici, il a récupéré l'électron qu'il avait en commun avec justement ce carbone d'avant. Donc lui, au contraire, il est moins, et l'autre partie ne bouge plus. OK? On continue ensuite la deuxième phase. Donc la deuxième phase, vous avez un enchaînement charge, simple liaison, double liaison. Cette fois-ci, c'est l'effet -m qui va s'exprimer du carbonyle. C'est un grand classique. Vous allez avoir cet électron qui va former la double liaison et la charge moins va se retrouver localisée au niveau de cette liaison-là, donc au niveau de l'atome d'oxygène. La molécule que vous allez retrouver, en fait, c'est cette molécule-là. Au niveau de l'oxygène, ça n'a pas changé, l'oxygène est toujours plus, avec un W. Pardon. Voilà, cette fois-ci, vous avez mis une double liaison, donc l'électron que vous aviez en trop, vous l'avez donné à partager, donc du coup, vous n'avez pas d'électron en trop. Et au niveau de cet oxygène qui est là, eh bien, vous avez récupéré un électron qui avait un des deux électrons, donc vous avez une charge de -1 que vous allez retrouver ici. D'accord? On regarde un petit peu les différentes formes. À chaque fois, vous voyez qu'ici, vous avez une molécule neutre. Ici, vous avez une molécule neutre. Vous avez un +1 et un -1. À la fin, ça fait 0. +1 et -1, à la fin, ça fait 0. D'accord? Donc, en fait, la forme limite, une des formes limites de ça, si on pouvait la dessiner en vert, ça serait cette molécule-là. Cette molécule-là, y arriver. Je fais exprès de ne pas faire apparaître les doublets. Vous allez avoir finalement un caractère de délocalisation d'électrons sur ce système-là. Donc, ce n'est pas une vraie molécule, du coup, je l'encadre pour bien montrer que c'est un intermédiaire. Et si on place des charges atomiques partielles, on va se rendre compte qu'ici, on a une charge delta- qui est localisée ici, une charge delta- qui est localisée ici, et une charge delta+ qui est localisée. D'accord? Alors ici, les deltas, ce n'est pas des valeurs entières, évidemment, et ce n'est pas la même valeur ici. Hein. C'est-à-dire que delta ici n'est pas le même que ce delta-là et ce delta-là, sinon vous auriez une charge qui ne serait pas logique dans ce cadre-là. Ça va. Donc, ce qui vous était demandé, hein, c'était simplement ces deux formes mésomères, hein, tout simplement. Ça, c'est un petit peu en plus pour avoir. OK? C'est ce qu'on vous demandait à faire. Ça va, ça, ou pas? Ouais, ça a l'air d'aller. Comment est CAC? Non, sous la forme limite. Est-ce que ouais, excusez-moi. Et puis alors, si vous faites ça de votre comment on représente les doublés libres? Alors, dans la forme limite, donc la forme limite, si c'est ici, dans la forme limite qui est ici, en fait, justement, on ne représente pas les doublés libres. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, des fois, ils apparaissent, des fois, ils n'apparaissent pas. De la même façon que la double liaison, je ne la fais pas apparaître directement. Je la mets en pointillé. On ne fait pas apparaître les doublets parce que des fois, ils sont là et des fois, ils ne sont pas là. Donc, en fait, dans cette forme-là, on ne fait pas apparaître les doublets. De fait, en chimie, on vous embête avec ça parce que vous êtes dans les premiers niveaux, mais après, on ne s'embête pas à chaque fois à mettre tous les doublets. Hein. C'est un peu rébarbatif. Si vous regardez les molécules, comment elles sont dessinées en chimie, on ne s'embête pas, excusez-moi, à mettre les doublets à chaque fois. OK? Alors, on repasse à l'autre partie de l'exercice. C'était la question 3. Alors ça, on va le faire ensemble. Je fais une capture d'écran de ça. Je vais faire un petit peu plus grande. On va voir directement la question.
Voilà, puis on va cocher. On vous demandait de cocher des cases, en fait. C'est bien, hein? On vous demandait de cocher des cases. On va cocher les cases. Alors, ici, indiquer pour chaque carbocation si le groupement en gras le stabilise ou non, le carbocation donc, et si cette stabilité ou instabilité est due à des effets inductifs ou mésomères. Alors, en fait, pour cette question, peut-être que ça vous a surpris. J'espère pas. J'espère que ça vous a posé aucun problème. Mais dans cette question-là, en fait, on vous demandait si, d'une part, de déterminer si c'était stabilisé ou pas stabilisé ou déstabilisé, d'accord? Et on vous demandait après pourquoi c'était stabilisé, par quel effet, si c'était par un effet inductif ou si c'était par un effet mésomère, d'accord? Alors, on y va sur la première molécule ici. Donc, vous avez le carbocation qui est localisé ici. Et le groupement qui est en gras, c'est un groupement éthyle. Alors, d'après vous, est-ce que le groupement éthyle stabilise ou pas? Le plus rapide sur un chat à écrire stabilise ou déstabilise. Parce que visiblement, vous voulez parler sur le chat. Déstabilise. Manqué. Stabilise. Déstabilise. Désolé. Oups. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les carbocations, plus le carbocation, entre guillemets, est encombré, et plus il est stable. Vous allez voir, ça va vous être utile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une technique spectroscopique qui utilise les carbocations, c'est la spectrométrie de masse. Et vous avez dû le voir ce matin ou tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu le cours en ligne. En fait, le cours en spectrométrie de masse, la fragmentation fait apparaître justement les carbocations qui sont les plus stables. D'accord? Donc, plus votre environnement, plus il y a de carbone dedans et plus ça sera stabilisé. Donc là, ici, le groupement qui est en gras, c'est-à-dire le groupement éthyle, il stabilise votre système. Alors, il stabilise par quoi? Par effet inductif ou par effet mésomère? Aussi une question. Que je n'avais pas les mêmes molécules dans mon contrôle. Pas dans le même ordre. Alors, c'est possible. Alors, est-ce que je suis le seul là-dessus? En fait, pour tout vous dire, j'ai récupéré ça. Il n'est pas impossible que ça ne soit pas exactement dans cet ordre-là. A priori, c'est les mêmes molécules. J'espère. Je vérifie. Je vérifie. Vérifie un truc. Ah oui, 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 oui. Vous deviez avoir, c'est dans l'autre sens. Vous deviez avoir. Ouais, d'abord celle-là. D'accord. D'abord celle-là, puis. Ah, c'est les mêmes molécules, hein. C'est les mêmes molécules, oui, d'accord. Mais bon, après, c'est pas le même ordre. Bon, peu importe. C'est parce que j'ai dû prendre pas la version, pas la dernière des versions, j'ai dû prendre une autre version. Donc ici, ce qui stabilise, c'est effectivement l'effet inductif. Alors, l'effet inductif plus I, les molécules qui sont capables de donner de l'effet plus I, en fait, les groupements qui sont capables de donner de l'effet plus I et donc de stabiliser les carbocations, finalement, il n'y en a pas 36, c'est principalement les alcanes qui donnent directement, les chaînes alkyles qui donnent directement de l'effet plus I. D'accord? Donc, c'est eux, en fait, qui vont stabiliser ici. Donc, c'était ça qu'il fallait répondre, stabiliser par effet inductif. Alors, on passe à l'autre molécule. L'autre molécule, c'était donc un carbocation localisé à côté cette fois-ci, d'une fonction acide carboxylique qui est ici. Alors, la fonction acide carboxylique, elle va avoir un effet mésomère moins M, d'accord? Là, je vous ai dit, il faut apprendre par cœur. Et puis, elle va avoir un effet aussi, bah, du coup, elle va tirer ici. Cette fois-ci, elle va avoir un effet moins I. Moins I, pourquoi? Bah, parce que le carbone qui est ici, en fait, il est plus delta. Okay. Donc, je suis en train un petit peu de répondre à la question, mais je vais quand même demander. Donc, d'après vous, c'est stabilisé ou c'est déstabilisé, ce truc-là? Déstabilisé, ouais, ça, c'est bien. Donc, c'est bien déstabilisé. Et du coup, c'était soit par effet inductif, soit par effet mésomère, soit par les deux. Alors, d'après vous? Les deux. Alors,
De fait, c'est d'abord par effet, enfin, c'est par effet inductif. Par effet mésomère, en fait, la mésomérie, elle ne s'observe pas. Donc, on n'était pas obligé de le mettre. Mais on vous le comptait bon quand même si vous mettiez par effet mésomère ou si vous ne le mettiez pas, on vous comptait bon. Par contre, si vous n'avez pas mis par effet inductif, là, ça posait problème. Mais les deux, oui, les deux, c'est bon. Si vous avez mis que par effet inductif, c'était bon aussi. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez beau voir l'effet mésomère ici, l'effet mésomère, il déstabilise dans le sens où il ne va pas se voir, il ne va pas se faire. Mais l'effet mésomère, en fait, comme il ne se fait pas, du coup, on pouvait dire, bah oui, mais il n'y a pas d'effet mésomère. D'accord? Les deux, c'était bon. Les deux, c'était bon, mais si vous aviez mis que par effet inductif, c'était bon aussi. Ça va, ça? Un petit peu technique. Et s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, je reprends. S'il n'y a pas de questions, je continue sur la dernière molécule. OK. Eh ben, je continue sur la dernière molécule. Donc, la dernière molécule, c'est ce ion-là, CH2+, boum. Alors là aussi, je vais faire une enquête. Est-ce que, d'après vous, c'est stabilisé ou est-ce que c'est déstabilisé? Stabilisé, déstabilisé, déstabilisé. Personne ne le voit stabilisé? Alors, si, il y a l'effet plus M. Exact, 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 exact. Et ça, c'est peut-être la déception, mais un brome, c'est un halogène, ça a des doublets comme ça. Alors, c'est un effet moins I. Ça a bien un effet moins I. Donc ça, l'effet moins I, en fait, ça va le déstabiliser. Et par contre, vous allez avoir un effet plus I, plus M, pardon, plus M, qui, au contraire, va permettre de faire une autre forme mésomère, pas celle-là, H2C. Bon. D'accord? Donc, en fait, je suis désolé, je suis navré de ça, mais les halogènes, ils ont un effet plus M, ils ont un effet moins I, et on l'a vu et revu. Eh bien, il y a toujours, quand on a une compétition entre effet inductif et effet mésomère, c'est toujours l'effet mésomère qui gagne. Donc, ça va être, excusez-moi, donc ça va être l'effet mésomère plus M qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va stabiliser votre système par effet mésomère. Monsieur, Oui. je comprends pas pourquoi on dit que les effets plus M et plus I, ça stabilise les carbocations alors que les charges positives elles sont censées se repousser, donc la liaison elle est censée être plus grande et moins forte. Alors, l'effet plus I, on est d'accord, l'effet plus I, c'est simplement le fait que vous pouvez délocaliser en fait la charge que vous avez entre deux noyaux. Là, c'est pas un smiley que je suis en train de dessiner, c'est deux noyaux, d'accord? Et autour, ben, c'est le nuage électronique. Quand vous avez ici une charge positive, eh bien, le noyau, il va avoir tendance, enfin, le nuage d'électrons, il va avoir tendance à se tirer pour ressembler à quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que vu qu'il y a une charge plus ici, il va avoir tendance à se positionner plus autour de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. Ça atténue la charge plus et donc ça stabilise le système. OK? Donc, cet effet, le fait de permettre à son nuage électronique de partir et d'aller vers les autres, c'est ce qu'on appelle l'effet plus I. OK? Et ça stabilise les carbocations. Ça va, ça? Donc, les effets plus I, vous les avez, je peux vous en donner une liste des effets, des groupements avec des effets plus I. Vous avez dû les voir en cours, je ne sais pas si vous les avez vus. Et si vous ne les avez pas vus, de toute façon, moi je vais les reprendre parce qu'on les avait fait l'année dernière. Je vais y arriver. Je retrouve ça, hein. Je retrouve la diapo que j'avais fait l'année dernière. En cours. Polarisation F1.
Loin de l'application. Alors, je vais reprendre juste ça. Hop. Donc, ça, c'était le cours de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hop. Effet électronique. Alors, l'effet électronique, donc, c'est ça. La polarisation, c'est le fait de tirer les électrons. C'est ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, ça, c'est les charges. Là, c'est les charges atomiques partielles. Donc, ça, c'est l'effet inductif. Donc, en fait, le fait que vous ayez un groupement qui tire, mais c'est pareil avec une charge, vous avez ça. Et les groupements inductifs donneurs, les groupements inductifs donneurs, ça va être surtout ceux-là, CH3, CH2, CH3, CHR2, etc. C'est-à-dire quand plus vous avez d'effets comme ça. Et ensuite, de très loin, il y a d'autres groupements, mais c'est un petit peu particulier. Cette fois-ci, c'est quand vous avez une charge. D'accord? Donc, les groupements donneurs, c'est cela. Vous avez en dessous, vous devez voir, moi je ne vois pas parce que je ne peux pas avoir tout mon écran affiché, mais vous avez en dessous des exemples d'effets inductifs. D'accord? Et les autres, c'est les effets inductifs attracteurs. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, parce que finalement, je suis en train de ressortir des trucs. Je sais pas. On s'est arrêté. Voilà. Pour revenir à mon tableau, il est où mon tableau? Voilà. L'effet inductif, c'est ça. C'est l'effet plus I qui va favoriser ce genre de choses. L'effet moins I, c'est l'inverse. L'effet moins I, c'est que vous tirez le nuage électronique. Pourquoi on tire le nuage électronique? Tout simplement parce qu'ici, vous avez un groupement plus delta. Le carbone qui est ici, il est plus delta. Et quand vous avez à côté une charge plus, forcément, vous allez attirer sur une charge plus. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être bon. Donc, l'effet moins I, cette fois-ci, il ne va pas aller dans ce sens-là. L'effet moins M, c'est le fait de tirer les électrons. Donc ça, on le voit surtout avec certains groupements, donc les groupements CO notamment qu'on avait vus. Ceux-là, ils vont avoir tendance à tirer par effet mésomère les électrons. Tirer les électrons, ça veut dire enlever encore plus les électrons. Ça, ce n'est pas du tout favorable pour les carbocations. Par contre, les effets plus M, il y en a plein, les halogènes en font partie. Les effets plus M, c'est justement le doublet de votre halogène qui peut donner ce qui peut être donné en fait au carbone, et donc ça délocalise la charge qui est à la fois donc sur ce carbone et sur ce brome. Okay, si bien qu'à la fin, finalement, notre système, toujours en forme limite, on a ici un plus delta et ici un plus delta parce que finalement, votre charge de plus 1, il est partagé entre le carbone et le brome. OK? Est-ce que ça va ou pas? Ouais, c'est bon, merci. C'est bon, ouais. Donc, je vous dis, mais je pense que Guillaume, je n'ai pas le cours qu'il a fait, mais je peux le récupérer, mais je pense qu'il a dû donner une liste en fait des groupements qui étaient donneurs, attracteurs, etc. D'accord? Sinon, vous me le redirez, puis on va revoir ça, ou je vous redonnerai les diapos, parce qu'ils ont supprimé tous les cours de l'année dernière, quand ils ont supprimé Moodle. Donc, vous redonner les diapos s'il faut de celles de l'année dernière. D'accord? Bon, là, c'était un peu le piège, parce qu'en fait, quand on voit un brome, on voit un chlore, on ne pense pas directement à un effet mésomère, parce que souvent, les halogènes ne font pas tant que ça, ils ne sont pas classiquement vus dans les effets mésomères. Pardon. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le piège qu'il y avait ici sur cette question. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de sadisme et que vous fassiez quelque chose qui était un petit peu plus compliqué. OK? On passe. Alors, c'est toujours du carbocation, mais je vous dis, on ne perd pas trop l'intérêt parce que de toute façon,
c'est quelque chose qu'on va réutiliser là-dedans. Donc, c'était l'autre exercice qui était l'exercice 3, la stabilité des carbocations. Hop là, là-dessus. Donc, c'est la stabilité des carbocations. On donnait les carbocations, la suite de carbocations suivants. Alors, c'est peut-être pas dans le bon ordre, hein, je suis désolé. Hein. C'est peut-être pas dans le bon ordre. Mais bon, il fallait essayer de repérer quels effets électroniques stabilisent donc un carbocation. Donc ça, c'était juste une phrase à dire. Indiquer pour chaque carbocation les effets électroniques subis par chacun des substituants. Pardon, et concluer sur la stabilité relative. Et enfin, il fallait classer ces carbocations du plus stable au moins stable. Donc, première question, mais ça tombe bien parce que finalement, c'est de ça qu'on parlait. Donc, première question, c'était quels sont les effets en fait, qui stabilisent les carbocations. Donc, c'est soit les effets mésomères plus M, c'est-à-dire on donne des électrons. OK. Exemple des effets mésomères plus M, quand vous avez un oxygène, par exemple. Ça, c'est un exemple d'effet mésomère. OK. L'autre effet, eh bien, c'est l'effet inductif donneur. Les effets inductifs plus I. Donc, par exemple, si vous avez cette situation-là, eh bien, vous allez avoir un effet inductif plus ici. C'est vraiment pas beau ce que j'ai défini. Un plus ici, un plus ici. Et donc, comme l'effet est inductif, vous allez avoir plusieurs effets ici donneurs. D'accord? Donc, c'est ça qui, en fait, stabilise les carbocations. C'est juste ça. Effet mésomère et effet inductif. Je pense quand même qu'il fallait, même si je n'ai pas corrigé, je pense quand même qu'il fallait dire que c'était plus M et plus I. Hein, parce que vraiment, il y a des effets inductifs qui, au contraire, déstabilisent. D'accord? Alors ensuite, ce qu'on vous proposait dans la question 2, ce qu'on vous proposait, c'était d'indiquer pour chaque carbocation les effets électroniques subis par chacun des substituants. Donc le premier que j'ai, moi, c'est celui-là, CH2, CH2, Cl, avec le plus qui. Alors, comment ça fonctionne? Donc, dans un premier temps, on voit là, on voit ici, j'ai mis un doublet ici. Attention, doublet, simple liaison, charge, ça marche, mais doublet, simple liaison, charge, ça ne marche pas. Il faut toujours qu'une seule simple liaison entre les deux pour faire de la mésomérie. Donc, ici, pas de mésomère. OK? Du coup, la seule chose qu'on va voir, eh bien, c'est le fait que le chlore, ici, il est moins delta. Et donc, il va avoir tendance à tirer comme ceci, par effet moins I. Du coup, le carbone d'à côté, il va être plus delta parce qu'on a tiré dessus. D'accord? Et du coup, il va y avoir aussi un effet moins I de ce côté-là. OK? Donc, la stabilité relative, ça va être quoi? Stabilité relative, on va dire moins stable. On verra après comment on les quantifie, mais ça sera moins stable. Alors, j'aime pas, enfin, il y a toujours une ambiguïté, c'est toujours bien sûr moins stable que quelque chose. Mais le fait d'avoir ce groupement-là, et surtout le fait d'avoir le chlore ici, bien, on ne peut pas faire de mésomérie, contrairement à ce qu'on avait vu auparavant. On ne peut pas faire de mésomérie parce qu'il y a deux liaisons entre les deux. Par contre, le chlore, il tire les électrons. S'il tire les électrons, le carbone à côté, il est plus delta. S'il est plus delta, et bien du coup, l'effet inductif, il est moins I de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il tire dans ce sens-là. D'accord? Donc ça, c'est pour celui-là. Alors, l'autre molécule, c'était CH plus ici, et alors CH3 de ce côté-là, et CH3 de ce côté-là. Alors là, cette fois-ci, on n'a pas d'halogène, on n'a pas de OH, pas de rien, etc. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de mésomérie.
d'accord, il n'y a pas de mésomérie. Je ne vais pas l'écrire. Il n'y a pas de mésomérie. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir vraiment voir, c'est l'effet inductif. Donc, l'effet inductif, cette fois-ci, ça va être quoi? Bah, cette fois-ci, on a un groupement CH3, un autre groupement CH3 qui flanque eh bien, cette charge. Du coup, eh bien, c'est l'effet plus I qui va s'exprimer du CH3. Donc, un effet ici et un effet ici. Et donc, ces deux effets, ils vont atténuer la charge nette qu'on va voir ici. Et donc, on va avoir quelque chose de plus stable. Donc, c'est toujours relatif, évidemment, il faudra comparer. Plus stable par effet inductif. Alors, je n'ai pas donné de petit nom à mes molécules. Je l'appelais celle-là A. Celle-là, je l'appelais B. Celle-là, donc, ça va être ma molécule C. Alors, ma molécule C, vous allez voir. Pardon, j'ai eu un bug. C'est le CH3+. D'accord. Donc, le CH3+, cette fois-ci, il n'y a pas de mésomère, il n'y a pas d'inductif. Donc, ici, à moins que vous ayez trouvé d'autres choses, mais il n'y a rien d'autre, en fait, parce que les hydrogènes ne comptent jamais. Donc, ici, pas de stabilisation, ni de déstabilisation. D'accord. Et on va dire que c'est l'élément neutre dans ce cadre-là. OK? Donc, entre guillemets, celui-là, c'était la molécule C. Ici, c'était la plus simple. On passe à la molécule D, à moins qu'il y ait des questions, mais on passe à la molécule D. La molécule D, CH2, double liaison, CH, CH2+. Bon, les doubles liaisons, des fois, c'est des pièges, mais les doubles liaisons, généralement, ça renvoie sur de la mésomérie. En tout cas, il faut regarder s'il y a de la mésomérie. D'accord? Alors, comment on regarde la mésomérie? Donc, regardez le cours, mais c'est toujours pareil, c'est des alternances, des systèmes conjugués, et notamment des alternances entre double liaison, simple liaison. Charge, par exemple, ça en fait partie. D'accord? Ça peut être charge simple, double, simple, doublet, etc., etc. Il y a toute une liste. Mais il faut qu'il y ait quelque chose entre, ici, vous avez cette chose-là qui va pouvoir s'exprimer, la double liaison, la simple liaison et la charge. Donc ici, on a un effet mésomère, propage, qui va pouvoir s'exercer. Alors, comment on va voir ça? Donc, je vous dis, on fait bien la flèche avec les deux entrées comme ceci. Eh bien, tout simplement, vous allez donner ici le système comme ça. Bien que vous allez avoir créé cette molécule ici, CH2, CH, la double liaison, CH2. Cet atome-là, il lui manque un électron, vous en avez récupéré un, donc il est content. Donc lui, a priori, il est redevenu neutre. Par contre, cet atome-là, il avait deux électrons, un à lui, un qui était en commun. Celui qui est à lui, il est parti à gauche, et bien du coup, il lui en manque un. Donc on voit bien dans ce cadre-là, cette molécule, alors c'est la même, vous êtes suffisamment astucieux, on fait un flip entre les deux, vous allez voir que c'est la même. En tout cas, une chose est sûre, sur cette molécule-là, on voit bien que la charge qui était ici, en fait, elle a été délocalisée sur l'autre carbone. C'est-à-dire que j'en écris la forme limite ici. La forme limite, c'est celle-là, CH2, 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 avec une double liaison qui se trouve finalement entre ces carbones-là, et ici un plus delta ici, et un plus delta ici, pour un total ici. Alors, la delta, c'est évident, c'est un demi, carrément. C'est vraiment autant à gauche qu'à droite, il n'y a aucune raison. Donc, c'est plus d'un de votre charge globale. OK? Donc, l'effet mésomère, le fait de délocaliser, de propager la charge sur un squelette plus grand, ça stabilise. Donc, ça, c'est plus stable. OK? Bon,
j'essaye de trouver un petit coin pour faire un bilan. Attendez, je vais essayer de voir si je ne peux pas bouger ce truc-là. Non, je peux pas. Alors, où est-ce que je fais le bilan? Bah, je le fais ici. À la limite, je fais le bilan ici. Alors, d'après vous, la molécule la plus stable, c'est laquelle? La D. Ouais. OK. Donc, on va du plus stable au moins instable. Hein. D'accord? J'aime bien faire ce genre de choses parce que c'est ce qui est le moins ambigu dans ce cadre-là. Donc, la D, ça va être la plus stable. Plus stable que quoi, finalement? Plus stable que la B. Je suis d'accord. La B a 2 effets inductifs. OK. Plus stable que, ensuite, C ou A. Plus stable que C. Voilà. Et on finit avec la A qui est la moins stable. OK? Donc, c'était effectivement ça qu'il fallait trouver à la fin. En termes de classer du plus stable au moins stable. Est-ce que ça va? L'heure gentiment. Je pense que ça va pour tout le monde. J'espère que ça va pour tout le monde. On va passer, donc, je passe maintenant à l'autre partie. Hop là. Je vais peut-être enregistrer, parce que maintenant je pense à ça, je vais peut-être l'enregistrer. Attendez. Et 2 novembre 2001. 15 octobre 2020. Ah bah si vous aviez, on a sauvegardé le truc la première fois. Alors, j'essaie juste de voir comment je fais pour exporter, je me souviens plus. Quoi. Je sauvegarde pour vous, pour pas qu'on s'y paume après. De Rambe. J'y arrive. TD. On est le combien aujourd'hui? On est le 2 novembre. Hein, 2 novembre 2020. Hop. Et le parti. Voilà. Pas ce que je vous ai enregistré en fait. Vous me laissez 2 secondes, je vérifie que je vous ai pas enregistré n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je reviens là-dessus. Excusez-moi, exporter. Là et là. Je le fais maintenant parce que j'ai peur de tout paumer. Donc, ça sera fait. Puis on va passer ensuite à la deuxième partie qui était cette fois-ci correspondait en fait aux équations, enfin pas aux équations, mais aux. On va revenir là. Et cette fois-ci, ça correspond en fait à ce qu'on a fait au niveau des réactions chimiques. Je reviens. Alors, voilà, substitution nucléophile d'ordre 2. Il y avait des questions qui vous étaient posées. Je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais réussir à enregistrer. Hop. Désolé pour le petit temps d'attente. C'est bien grave. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc la question était la suivante. On a le 1-chloropropane qui est mis à réagir avec NaNH2, donc l'amidure du sodium, en présence de DMSO. Cette réaction suit un mécanisme d'ordre 2. Alors, on n'a pas été méchant. Hein.
parce que finalement, on vous a donné, dans les 2 fois, on vous a donné le type de réaction que vous aviez. C'est plutôt sympa. Dans ce cadre-là, il n'y avait pas de problème. OK ? Alors, vous avez la réaction qui est mise en place, c'est-à-dire il n'y avait même pas besoin de chercher la formule du chloropropane, ni NH2, etc. Et la première question, c'est en considérant les réactifs mis en jeu et les conditions réactionnelles, prouver que cette réaction suit bien un mécanisme d'ordre 2. Alors, je vais peut-être écrire ça peut-être sur une autre page. D'accord. Donc, la question 1, donc, je redonne la réaction. J'ai une mémoire de poisson rouge. Pardon. Le chlore comme ça. Bon, un hydrogène ici. L'hydrogène qui est là. La réaction. NH2, DMSO. Donc voilà la réaction. Alors d'après vous, pourquoi ça serait une réaction d'ordre 2? Quelles sont les raisons comme quoi ça serait une réaction d'ordre 2? J'attends votre participation, soit l'oral. DMSO, solvant polaire aprotique. Je pense que là, j'ai bien fait mon boulot parce qu'effectivement, je vous ai dit, souvenez-vous, c'était le plus simple. Et DMSO, c'est un solvant polaire aprotique. Rien que ça vous envoie vers la SN2. D'accord? Ça, c'est de la SN2, rien que pour ça. Allez, une autre raison. Faible encombrement stérique. Effectivement, très bonne remarque. Faible encombrement stérique. Faible encombrement stérique du dérivé halogéné. Donc, de fait, comme dans la réaction de SN2, il faut que le nucléophile aille directement au niveau du carbone. S'il est très, très encombré, en fait, il n'y arrivera pas jamais à s'approcher de ça. Une autre raison, peut-être, il n'en fallait que 2, hein, mais on peut en trouver encore. Ah. Nucléophile fort, très bien. Effectivement, le nucléophile est fort. Le nucléophile est fort, c'est-à-dire, mais je crois qu'il y a une question en fait sur qu'est-ce que c'est qu'un NaNH2, je crois. La nature de la liaison entre atomes de sodium, donc on en reparlera après. Mais effectivement, le nucléophile est fort. Mort de rire. Ouais. Ok, donc le nucléophile est fort, ça fonctionne bien. Il y a une autre raison encore, c'est le carbocation. Il ne serait pas tellement stabilisé. D'accord? Pourquoi il ne serait pas tellement stabilisé? Alors, j'aime beaucoup mon français, je suis désolé. Il ne serait pas tellement stabilisé, c'est-à-dire que si on faisait un carbocation, on aurait un plus ici, on aurait juste un effet plus I là. Alors, ça le stabiliserait mieux que la simple charge, mais je vous assure, ce n'est pas très stabilisé par rapport à d'autres choses. OK? C'est bon? Donc, tout ça, il vous en fallait 2, hein, mais tout ça, c'est clair que ça vous envoie sur du SN2. D'accord? S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres participations, on passe à l'autre question. Quel autre solvant a été possible d'utiliser dans cette réaction? Et là, j'attends vos propositions. Je vous fais un petit peu participer. Vous êtes des grands timides, vous ne voulez pas prendre le micro, mais c'est pas grave. Mais je vois que par le chat, tout le monde a les mêmes idées. Donc, BMF, c'est bien. Voilà. DMF. Alors, donc effectivement, le DMF est pas mal. J'ai le CH3CN. Alors, CH3CN, donc ça c'est l'acétonitrile.
OK. DMA. Alors, le DMA, ça, je ne connais pas. Enfin, si, je connais ça, mais. Alors, HMPT, c'est bon. Excusez-moi, mais pour le DMA, moi, ça me renvoie sur autre chose, la DMA. Là, l'avantage, c'est que je peux aller sur Internet directement. DMA molécule. Donc, la DMA, pour moi, c'est la diméthylamine. Mais donc, c'est un solvant protique, donc ça irait pas. Vous l'avez vu quelque part, la DMA? Ouais, c'est une drogue, ouais, c'est pour ça que je suis en train de. Mais je ne veux pas savoir votre vie. Néanmoins, j'ai quand même le nom de famille. Voilà, c'est bien. HMPT, oui, c'est mieux. HMPT, c'est mieux. Non, mais c'est une blague, hein, vous inquiétez pas. HMPT, c'est mieux. Voilà, l'HMPT, c'est cette molécule-là. Je vous la fais, parce que là, je ne vais même pas m'embêter, je vais la faire en contrôle ici. Contrôle 1, c'est la bonne molécule. Qu'est-ce qu'il me fait là? L'HMPT. Ouais, je crois que je vais ça comme solvant, vous confondez avec vos activités du week-end. Ouais, non, j'ai pas ça comme activité du week-end, ne vous inquiétez pas. Pas ça comme activité du week-end. Bref. Alors, HMTP, c'est hexaméthylphosphoramide. Je voulais vous la prendre, hein, mais je vais carrément la prendre ici. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc, avec des azotes un peu partout et 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaméthyl. D'accord? Donc ça, c'est HMPT, hexaméthyle. Il y avait encore d'autres. Hein. Il y avait aussi, tout simplement, il y avait l'éther. Hein. CH3, CH2O, CH3, CH2, CH3. Il y avait encore, ça c'est l'éther. Il y avait encore quoi d'autre? Il y avait le THF, peut-être que vous connaissez. La pyridine aussi. Bon, il y en a plein. Je ne sais pas combien vous en avez vu, mais bon, il faut regarder là-dessus, quoi. Alors, bon, pour la drogue, hein, c'est la MDMA hein, qui est la drogue. Hein. Ça, c'est une vraie drogue, mais la DMA, c'est aussi de la drogue aussi. Mais bon, en chimie, il y a quasiment tous les composés, en fait. Si vous les sniffez, il y a un bon paquet de composés où ça peut vous faire du mal au cerveau. Voilà. On continue sur une autre page parce que c'était la question en fait suivante, la question 3. C'était quelle est la nature de la liaison entre l'atome de sodium et l'atome d'azote et surtout pourquoi? 3. Liaison sodium azote. En fait, ce qu'on vous demande, c'est à quoi ressemble NaNH2. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur NaNH2? Qu'est-ce que ça peut être comme liaison? Il y a un petit blanc là. Une liaison ionique, oui, c'est une liaison ionique. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le sodium fait partie de la famille des alcalins. Donc avec le sodium, on fait pas, c'est un métal, et avec les métaux, on ne fait pas de covalence. Pas de covalence. Même si plus tard, vous verrez peut-être des molécules, NaCH3 ou des choses comme ça. En fait, à chaque fois, c'est Na+, et c'est NH2-. Donc tu fais la liaison, c'est pas une liaison au sens chimique, c'est une liaison ionique, c'est ce qu'on appelle la liaison ionique entre le Na+ et le NH2-. Bien que, évidemment, là-dedans, c'est ça
qui est le nucléophile. C'est le NH2- qui est le nucléophile, c'est-à-dire lui qui veut du plus. Quand on est moins, on veut du plus. Quand on est plus, on veut du moins. C'est logique. Qui était positionné là-dessus. D'accord? La question 4. En vous aidant des effets électroniques mis en jeu, indiquez comment est polarisée la liaison entre l'atome de carbone et l'atome de chlore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on tourne un peu autour du pot à chaque fois. Attendez, je regarde juste un truc. Ok. Je redessine cette molécule-là. Pas possible, j'ai une mémoire. Oui, c'est ça. Là, on a le chlore ici, l'hydrogène comme ceci, l'autre hydrogène là-dessus. Donc, dans ce sens-là, eh bien, on a la polarisation avec le chlore qui est moins delta. D'accord? Le chlore est plus électronégatif. L'électronégativité du chlore est supérieure à l'électronégativité du carbone. D'accord? Du coup, le carbone ici, il est delta. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre classiquement dans les dérivés halogéniques. OK? Donc, tout ça, c'était pour vous indiquer, pour aller sur la question 5. La question 5 était cette fois-ci plus intéressante, en fait, puisque la question 5, c'était dessiner le mécanisme de réaction sans oublier l'éventuel intermédiaire ou état de transition. Alors, le mécanisme de réaction, donc on a bien repéré que le nucléophile, c'est le NH2-. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'approche du NH2- sur le carbone qui est delta+, donc une approche de nucléophile qui veut le delta+ ici, et on va avoir ce chlore qui va partir comme ceci. Alors, l'état intermédiaire, ça va être celui-là. L'état intermédiaire fait que vous allez avoir eh bien, le chlore qui petit à petit va partir, le NH2 qui attaque juste par derrière, qui arrive ici. Les deux autres hydrogènes sont positionnés dans le même plan, comme ceci. D'accord? Ça, c'est l'état intermédiaire. OK? Vous avez le NH2 qui arrive sur la face arrière en fait, du carbone. Et ce que vous allez avoir au niveau du mécanisme, c'est finalement la situation suivante où vous allez avoir le NH2 qui va être positionné comme ceci. Les deux hydrogènes que vous aviez ici sont passés des deux côtés et vous retrouvez le chlore est sous Cl-. D'accord? Et quand vous avez fait ça, vous avez fait cette espèce d'inversion parapluie où vous aviez finalement un carbone avec les, je vais le faire avec les mains, un carbone avec les deux hydrogènes qui étaient comme ça. Et puis, quand l'autre est arrivé par-dessus, ça a poussé les deux hydrogènes vers l'extérieur, si bien qu'à la fin, on a un système qui est comme ceci. Au départ, vous avez le chlore qui est comme cela, et à la fin, vous avez au contraire l'azote qui est ici, et deux hydrogènes qui sont là-dessus. On parle ici d'inversion, et on parle d'inversion de Walden. Alors, on ne vous demandait pas le nom. Hein. D'accord? Voilà, c'est juste. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Pour l'inversion de Walden, est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le NH2 en bas au même endroit que le Cl et juste changer les configurations, genre mettre le NH2 en avant ou en arrière du plan, enfin faire pivoter le… En fait, là-dessus, ça ne peut être que bon, dans le sens où il n'y a pas de chiralité. Parce que vous démarrez avec vous êtes sur un CH2. Donc vous êtes sur un CH2, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en R ou S, à partir du moment où vous avez deux groupements qui sont pareils, il n'y aura jamais de R et de S. Donc, si vous m'avez dessiné ce système-là, à la fin, ça ne change rien. Hein. C'est exactement pareil. Ouais, D'accord? du coup, j'avais mis le NH2, mais je pense que c'est pas bon. J'avais mis le NH2, je sais plus si je l'avais mis en avant ou en arrière du plan, mais genre j'avais fait comme si le
NH2, il prenait la place du H qui était en arrière du plan dans la première molécule. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Je ne sais pas, faudra voir avec votre copie. Ouais. Ok, merci. Je vous encourage à ce moment-là de regarder. Pardon, excusez-moi pour ce rictus, mais normalement, il y a une distribution des partiels. Je ne pense pas que vous gardez les copies, je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais vous avez le droit au moins de consulter. Le problème, c'est que la consultation des copies, ça va être difficile à faire. Là, en ce moment, sur le mois de novembre, ça va être difficile à faire. Peut-être sur le mois de décembre aussi, ça, j'en sais rien. Mais bon, je pense que vous êtes comme moi, vous regardez la télé aussi. On oscille entre du pessimisme et du très pessimisme. Donc voilà. Mais bon, je ne sais pas. Alors, une question. Je ne sais pas si vous l'avez dit au début, mais c'est vous. Quand est-ce qu'on aura nos notes? Non, parce que je ne sais pas, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas moi qui ai corrigé les copies. Non, j'ai réussi, normalement, je devais avoir un paquet de copies et j'ai réussi à me faire décharger de ça. Je suis balèze, hein. Donc, c'est pas moi qui ai corrigé. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça sera fini de corriger. Mais une chose est sûre, vous aurez une information. Surtout, surveillez tous les mails qui proviennent de Moodle. S'ils viennent en spam, surtout, remettez-les en live parce qu'en fait, on va vraiment communiquer que par Moodle. D'accord? Vous pouvez nous donner le barème? Ouais, ouais, mais je suis sûr que c'est intéressant. Sur cet exo-là, c'était sur 6 points, la totale. Après, le barème précis, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, le barème précis. Il est noté sur votre poly, d'accord. Poly de ECC. Je ne sais pas ce que c'est le poly de ECC. Ok, Je bref. vais pas mettre le E, c'est le poly du contrôle. Ah, d'accord. Ok, très bien. Très bien. Donc voilà en fait ce qu'il y avait pour la question. Donc j'ai fait question 4 et 5 en même temps. Il va y avoir encore une autre question. Donc ça, c'est dessiner le mécanisme de l'éventuel intermédiaire au état de transition. Pourquoi la même réaction était plus rapide avec le 1-iodo-propane? Alors, je vais faire ici. Alors c'est bien parce qu'on vous donne quand même la réponse. Une question un petit peu plus maligne, enfin maligne, un peu plus méchante, mais c'est l'objectif, hein. L'objectif, c'est pas, on n'est pas des méchants. L'objectif, c'est qu'on vous dit avec plutôt que d'avoir ça, vous aviez eu ça, eh bien, ça va plus vite. Alors pourquoi ça va plus vite? D'accord? D'après vous, pourquoi ça va plus vite? Parce que l'atome, il est plus petit, donc la liaison est plus faible et la rupture elle sera plus facilement. Exactement. Donc c'est aussi ce que met Nina là à tout le monde. Donc effectivement, l'iode est un meilleur groupe partant parce qu'en fait, l'iode il part, hein. Donc l'iode est un meilleur groupe partant. Alors, le groupe partant, on dit aussi nucléofuge. Nucléofuge. Ça fait partie des mots. Si vous arrivez à le placer ailleurs que dans un cours de chimie, vous êtes balèze, franchement. Nucléofuge, voilà. OK. Donc, ça suit les halogènes, c'est-à-dire que eh bien, si on avait à faire cette réaction, vous le faites avec le chlore, eh bien, ça va aller à une certaine vitesse. Si vous passez au brome, eh ben, ça ira plus vite. Et si vous passez à l'iode, ça ira encore plus vite. Pardon. Et mon chat qui est ici, je peux y arriver. Pardon, j'en viens là. Donc ici, ça va plus vite. Ça va moins vite. Alors, pourquoi on vous embête avec ces histoires de vitesse, de cinétique, etc. C'est pas qu'on veut que vous fassiez les manips. C'est parce que, en fait, dans une molécule, vous imaginez que si dans une molécule, vous voulez rajouter deux choses dessus. Par exemple, un NH2-, et puis vous vouliez rajouter une autre fonction chimique, toujours par des SN2. Si vous avez à la fois un iode et un chlore, par exemple, ben, en se débrouillant bien au niveau de de la stoïchiométrie,
c'est-à-dire en ne mettant qu'un seul équivalent, eh ben, vous êtes à peu près sûr que vous allez d'abord faire avec l'iode et vous n'allez pas toucher au chlore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça permet en fait d'ordonner et de dire je vais d'abord faire cette réaction sur l'iode et ensuite je ferai la réaction sur le chlore. Ça permet de faire les choses. C'est pour ça qu'en fait, on vous fait voir ça parce que c'est un grand concept aussi en chimie d'utiliser justement la réactivité là-dessus, la différence de réactivité. Bon, ça va là-dessus. Donc, c'était juste ça qu'il fallait dire sur cette partie-là. On va passer maintenant. Monsieur, j'ai juste Oui. une question par rapport à l'équation. Est-ce qu'on pouvait mettre des doubles flèches, genre la flèche aller-retour ou pas? Alors, où ça, vous voulez me mettre une double flèche? Ouais, là, bah là, Là et ouais, là, c'est ça, et de l'autre côté. Non, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Non, une flèche Ah, équilibre. dans l'autre, ouais, la flèche d'équilibre. Alors, si vous m'avez mis ça, ça devrait aller. Normalement, on fait de la réactivité en chimie. Ça, c'est de l'équilibre. Mais ça va parce que de fait, cette réaction, normalement, est équilibrée. C'est-à-dire que rien n'empêche la réaction de se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, après tout, le Cl- ici, c'est aussi un nucléophile. Ça, c'est delta- et ça, c'est delta+. On peut tout à fait envisager cette autre réaction. Là, par contre, je vous dis franchement, ça ne va vraiment pas aller dans ce sens-là. Mais de fait, on ne peut pas ne pas l'envisager. Donc, c'est possible. Si vous m'avez mis une réaction équilibrée, normalement, ça doit être concepté comme du bon. Normalement, ce n'est pas faux. Ok, merci. Donc, si on vous l'a fait faux, vous réclamez. Bon, la logique, c'est quand même de faire de la réactivité en chimie, donc c'est quand même de faire des flèches comme ça. Alors, pouf, il restait un autre exo. Il était finalement. Waouh! Alors, moi, ça sort comme ça. Donc, on va voir. Comme ça, moi, j'ai une espèce d'impression un petit peu bizarre. Donc, l'exercice 5 et la substitution nucléophile d'ordre 1. Alors, moi, j'ai un 5 et un G comme ça. Je ne sais pas si vous, au niveau de l'examen, vous aviez eu quelque chose comme ça, mais bon, peu importe. D'accord? Alors, sur cet exercice 5, donc le composé G est mis à réagir avec éthéoNa, éthanoate de sodium, en présence d'éthanol. Cette réaction suit un mécanisme d'ordre 1. En considérant les réactions réactionnelles, prouvez que cette réaction suit bien un mécanisme d'ordre 1. Alors, on y va. D'après vous, pourquoi un mécanisme d'ordre 1? Alors, pourquoi SN1? Nous, il n'y a pas l'acide carboxylique à gauche. Ouais, en l'occurrence, il n'y a pas d'acide carboxylique. Vous n'avez pas la même truc? Attendez, c'est possible. Je regarde, qu'est-ce qu'on a pu vous mettre d'autre? Ah ouais, on n'a pas mis ça, pardon. À mon avis, c'est cette molécule-là. Attendez. Ouais, effectivement, on a dû dire que c'était un peu trop méchant pour vous, cette molécule. Elle n'est pas plus méchante que ça. Vous deviez avoir, alors c'est pas un acide carboxylique en l'occurrence, vous deviez avoir celle-là. Vous allez me dire si. Et du coup, soit vous vous en souvenez parce que vous avez une super mémoire, soit au contraire, vous vous en souvenez pas plus que ça, et c'est juste parce que vous l'avez quelque part sur le Moodle, c'est ça? C'était cette molécule-là que vous aviez? Oui, je crois. OK. Bon. A priori, c'est cette molécule-là, j'espère, avec un G. Avec un G? Non, le G, en fait, c'était le nom de la molécule, mais il l'avait mis au niveau à la place, comme si c'était un H à la place d'un hydrogène. Donc, Ah ouais, c'est bien ça. Ici, là, genre, là, pour ouais, bien se voilà, comme poser ça. la question, d'accord, pour bien se poser la question, quel était cet élément chimique? Ça. C'était le G. Ça tombe mal parce qu'il n'y a pas de le G qu'il y a le gallium et le germanium.
mais ce n'est pas G tout seul, ça n'existe pas en chimie. G tout seul, retenez, c'est la glycine. Et ça, c'est vos composés, vos acides aminés. Donc, OK. Ou la guanine aussi, dans les acides nucléiques. OK, donc ça devait être cette molécule-là. Alors, je suis désolé si ça doit être une autre version, celle-là. Donc, je la redessine ici. Voilà. Pourquoi SN1? Alors, pourquoi SN1? Une raison? Encombrement stérique. OK, je suis d'accord. L'encombrement stérique est important. C'est une bonne raison. Une autre raison. Solvant polaire protique. Très bien. Solvant polaire protique. Très bonne raison. Là aussi, ça induit qu'il faut avoir autre chose. Quoi d'autre? Alors, carbocation stable. Il y a des gens, ils mettent un point d'interrogation. Alors, carbocation stable, oui. On va voir ça. Carbocation stable, oui, vous avez un carbocation stable. Alors, pourquoi vous avez un carbocation stable? Et on va se mettre dans la situation du carbocation, justement. Alors, qu'est-ce qui peut le stabiliser, ce carbocation? Donc, il va y avoir ici un effet inductif plus I, un effet inductif plus I ici, et un effet inductif plus I ici. Et en fait, vous savez, ça s'ajoute. Ici, on a 3 effets inductifs plus I. OK? Et effectivement, ce groupement terre-butyl, c'est quelque chose qui est très encombrant. D'accord? Donc, ça va être difficile d'approcher avec un nucléophile en dessous. Qu'est-ce que j'ai comme autre chose qui peut stabiliser mon carbocation? Ouais. Eh ouais, j'ai de la mésomérie. J'ai la mésomérie, pourquoi? Parce que j'ai une charge plus, simple liaison, double liaison. Alors, on y va. On peut faire ça. Hop, hop, hop. Et ben, du coup, on va continuer parce qu'ici, on a charge, simple liaison, double liaison. Donc, c'est conjugué. Et donc, on peut recréer encore. Je fais mon petit cycle à 6. On peut refaire encore. On repère encore un autre promenade où cette fois le carbone porte la charge de plus. Mais il y a encore une alternance entre double liaison, simple liaison et charge de plus. Et effectivement, on peut revoir cette molécule-là avec une autre forme mésomère. Cette forme mésomère fait apparaître, pas très bien, puis j'ai plus l'habitude avec la tablette graphique, mais je pense que dans le mois, je vais revenir à ça. Fait apparaître une charge plus, simple liaison, double liaison, encore une fois. Et donc, on peut revoir cette chose-là pour finalement revenir à la première situation. Vous allez avoir cette fois-ci la charge plus qui va se positionner ici. On enlève un électron. Et ici, on récupère l'aromaticité. D'accord? Donc, effectivement, le carbocation, il n'est pas stable, il est très stable. D'accord? Il est très stable. Ce qui veut dire qu'il va avoir un temps de vie qui va être assez important. Du coup, il va avoir la possibilité de réagir. Ce à quoi il va être aidé par le solvant polaire protique qui va tirer sur le brome, d'accord, par liaison hydrogène. Le solvant polaire protique, donc c'est l'ETOH, c'est-à-dire c'est tout simplement l'éthanol. L'éthanol crée une liaison hydrogène, donc directement tire sur le brome, donc du coup déstabilise, tire un petit peu sur cette liaison. Donc ça favorise le fait que le carbone va perdre cette liaison-là.
pour faire apparaître le carbocation. Comme en plus le carbocation il va être stabilisé et par effet inductif et ensuite par tous les effets mésomères, c'est vraiment la SN1 qui va s'exprimer dans ce cadre-là. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il y a des questions là-dessus? Non? Alors la question 2. Ah bah, il n'y a pas de question 2, il y avait une question 3. Dessiner le mécanisme de réaction sans oublier l'éventuel intermédiaire ou état de transition. Je ne sais pas si vous n'aviez pas une autre question, du coup, je regarde vite fait. Ah non, vous, c'était question 2. Alors, donc, question 2. Je repars sur le noir. Alors, la SN1, c'est un mécanisme en 2 temps. C'est-à-dire que le premier temps, vous avez la formation de carbocation. Donc, dans un premier temps, vous faites l'espèce intermédiaire carbocation qu'on a dessiné auparavant, qui est stable, et donc par les effets mésomères. Et ensuite, vous allez avoir le nucléophile qui arrive. Alors, le nucléophile, donc hétéo-NA, eh bien, c'est tout simplement CH3, CH2, au moins NA+. Donc, c'est clairement le nucléophile, c'est ça. Et donc, il va tout simplement attaquer donc, le carbocation. Et le carbocation, il est plan. Il est plan, c'est-à-dire que vous avez un carbone avec un hydrogène, avec ici le phényl et avec ici le terbutyl, ici. Ça, c'est dans un plan. Du coup, le O- CH2, CH3 peut attaquer donc, par le haut. Et dans ces cas-là, il fera cette molécule-là, TBU, TBU au moins O, pardon, CH2, CH3. Mais il peut aussi, comme c'est un plan, il peut aussi attaquer par le bas. Comme ceci. Dans ces cas-là, il a cette molécule-là. Avec donc cette différence de stéréochimie. D'accord? Est-ce que ça va? C'était une question. Ouais, ça va. Donc, en fait, le problème en fait, de la SN1, c'est qu'il n'y a pas de raison que vous allez faire autant l'un que l'autre, parce que je vous dis, c'est un plan. Donc, vous avez autant de raisons, 50% de chances d'attaquer par le haut, 50% de chances d'attaquer par le bas. Sur des molécules aussi simples, si vous imaginez, vous avez des molécules encore plus complexes, ça peut être des fois un petit peu plus bizarre quand vous avez ici des groupements qui sont très complexes. Ici, ce n'est pas assez complexe et de toute façon, c'est très localisé ici. Donc, de toute façon, vous allez faire 50% de celui-là, 50% de celui-là. On appelle un mélange, vu qu'il y a les deux stéréoisomères, on appelle ça un mélange racémique. D'accord? OK? Donc, vous aurez un mélange racémique comme ça. D'accord? Donc, vous ne demandez pas qui était R, qui était S. Et puis en plus, ça
pas beaucoup d'intérêt parce que justement, les réactions de SN1, elles sont embêtantes pour ça. C'est qu'en fait, quand on a la chiralité, eh ben, du coup, vous la paumez après. C'est un petit peu le problème de la réaction de SN1. OK? Ça va? Oui ou non? Alors, j'ai un oui, mais je ne sais plus si c'était pour là. Je vais me permettre d'enregistrer. Vous me dites s'il y a un problème, mais je vais me permettre d'enregistrer ça. Partiel. Partiel 3. Normalement, il y aura tout. Puis à la limite, je vais en mettre les diapos ensemble pour que vous y retrouviez. OK. Je vois l'heure, là, il est 15h10 et il est 15h10. Donc, en fait, je pensais qu'on aurait eu le temps de faire un tout petit peu de spectro de masse, mais c'est pas très grave parce que je vous dis, en spectro de masse, il y a finalement, il n'y a que 2 exos qui sont là-dessus. Donc, je préfère qu'on voit bien, qu'on ait passé du temps à faire ça pour que ça soit finalisé. Et je vous dis, le prochain coup, il y a la spectrométrie de masse. Je vais peut-être arrêter le partage. Donc, le prochain coup, il y a spectro de masse. Ça serait bien de regarder les exos. En fait, vous n'avez pas beaucoup d'exos. De souvenirs, ouvrir. En fait, de souvenirs, il n'y a que 2 exercices là-dessus. Voilà, donc il n'y a que 2 exercices à faire sur la spectrométrie de masse. Il y a un exercice, il y a l'exercice 1, qui en fait est une analyse d'alcanes linéaires ramifiées. Alors normalement, vous avez dû le voir en cours ce matin, sur comment on différencie les alcanes linéaires et les alcanes ramifiées. Et là-dessus, alors ça serait bien pour la semaine prochaine, vous regardiez ça, sincèrement, pour notamment repérer un petit peu quelles sont les spécificités, notamment de quand on fait de l'impact au niveau de ces systèmes-là. Vous allez voir, on va revenir un petit peu sur la stabilité du carbocation. Là, entre C8H18, soit en tant qu'octane, soit en tant que 2,4-triméthylpentane. Excusez-moi. OK. Donc, il y a 2 spectres, là encore, pour essayer de repérer qui est qui. Et l'autre est pas mal aussi, c'est les massifs isotopiques de molécules halogénées simples avec le dichlorométhane et le dibromométhane. Donc, en fait, des molécules très simples, mais qui posent quelques petites questions sur l'interprétation, notamment du piction moléculaire avec les différents isotopes. D'accord ? Et enfin, il y a un dernier exercice, alors qui est un petit peu plus complexe, mais qui est pas mal, avec une molécule où on vous dit en un spectre infrarouge qu'il y a quelque chose et d'où vous voyez un spectre de masse, etc. Et ensuite, il faut identifier les pics, etc. Et là, on commence à continuer sur des choses un poil plus. D'accord ? Ça va, ça ? Donc, vous regardez, j'aimerais bien que vous regardiez, au moins pour lundi prochain, vous regardiez le cours, parce que le cours de spectrométrie de masse, il doit être sur le Moodle. Il doit être sur le Moodle. Comment on fait pour enlever ? Voilà. Ça marche plus, mais voilà, ça y est, Moodle a planté. Le cours doit être sur Moodle normalement, ou s'il n'a pas encore été téléversé au niveau de la vidéo, il va l'être bientôt. Je vais essayer de mettre l'enregistrement là, de ce qu'on a fait pour ceux qui n'ont pas pu aller au cours. Là. Je sors de mon rôle d'éditeur. Ah, ça y est, je suis en train de partager le truc. Pardon, et j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui ont écrit. Hop, la conversation. On l'a eu ce matin, le cours sur la spectromasse. Donc, vous voyez, vous relisez le cours.
Vous relisez le cours et puis après, on se retrouve après sur ça. D'accord? Donc, il y a la spectrométrie, pardon, la spectrométrie de masse qui doit être. OK? Donc, la semaine prochaine, on se revoit, toujours en vidéo. OK? Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Restez bien confinés. C'est super sympa, hein, le confinement. Restez bien confinés, puis à bientôt. OK? Au revoir. Au revoir. Alors, ouais, moi, quand je mets fin à la discussion, quand je mets fin, tout le monde se barre, hein. Désolé. D'ailleurs, j'arrive plus à retrouver le truc, mais donc vous vexez pas quand je vais mettre fin à la discussion, ça va être un petit peu violent. D'accord. Mais voilà. OK? Au revoir à tous. Un petit peu, c'est moins violent si jamais il y a quelqu'un qui a des questions.